Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document historique vraiment surprenant. Je suis ravi d'animer cette discussion et pour quiconque s'intéresse à l'apprentissage efficace, préparez-vous parce qu'on a du lourd. La source qu'on a sur la table, c'est une biographie publiée en 1829. Elle s'intitule « The Life of Benjamin Franklin », écrite par un certain M.L. Weems. Et l'idée, c'est pas de faire un cours d'histoire barbant, c'est vraiment d'extraire les pépites de sagesse de ce texte. Bonjour, et oui, je suis ravie d'être là pour analyser ça avec toi. Ce texte de Weems, c'est vraiment un matériau d'étude fascinant. L'auteur a un style super particulier. Il se contente pas d'une chronologie froide, il tisse son récit avec des anecdotes pittoresques, des dialogues presque théâtraux en fait, et des citations qui marquent l'esprit. Ouais, c'est super vivant. Dans ses fondations, ses erreurs, ses ajustements. Et c'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. Comment un jeune garçon issu d'un milieu extrêmement modeste, on parle quand même du 15e enfant d'un fabricant de bougies et de savon, a pu forger un tel destin. Il a utilisé une curiosité dévorante, une frugalité parfois extrême et des stratégies d'auto-éducation redoutables. Ok, décortiquons ça. Pour toute personne qui cherche à apprendre plus efficacement aujourd'hui sans se laisser noyer par la masse d'infos, c'est une mine d'or. Complètement. L'enjeu central de cette lecture dépasse la simple réussite personnelle, en fait. La vraie question que ça soulève, c'est de savoir comment on transforme des obstacles majeurs en tremplins. Le manque d'argent, l'absence de réseau, une éducation formelle écourtée, toutes ces contraintes l'ont forcé à innover. Et les racines de cette ingéniosité, elles semblent profondément ancrées dans son histoire familiale. Le texte s'attarde sur l'origine du nom Franklin. À la base, ça désignait un petit Frank, un homme libre, souvent synonyme d'un chic type, d'un gentilhomme courageux. C'est ça. Et on retrouve cette espèce de défiance astucieuse face à l'autorité chez ses ancêtres. Il y a cette histoire dingue sur son arrière-grand-père, un protestant fervent, pendant les persécutions de Bloody Mary. Ah oui, l'image décrite par Weems est frappante. Cet arrière-grand-père voulait continuer à lire sa Bible, ce qui était un acte passible du bûcher à l'époque, faut me rappeler. Sa solution, il avait fixé la Bible, grande ouverte, sous le couvercle d'une chaise percée. Une chaise percée, c'est quand même le dernier endroit où on irait chercher. C'est brillant. Le livre était maintenu par un laiseau de ficelle. Lors des lectures familiales, il retournait simplement le couvercle sur ses genoux et au moindre bruit d'une inspection, hop, il refermait le tout et le livre interdit disparaissait instantanément. Ça en dit long sur l'héritage culturel de la famille. La connaissance est précieuse et elle mérite qu'on utilise la ruse pour la protéger. Exactement, face à la tyrannie. C'est littéralement du piratage avant l'heure. Et le jeune Benjamin avait clairement hérité de cette vivacité. Les sources nous disent qu'à 8 ans, il excelle à l'école. Il saute même plusieurs classes en une seule année. Un vrai prodige. La trajectoire semble toute tracée, jusqu'à ce que la réalité économique le rattrape. Son père, Josias, n'a plus les moyens de financer cette éducation, donc à 10 ans, on le retire de l'école pour l'enfermer dans la boutique familiale, à fondre du suif et couper des mèches de bougies. C'est un coup d'arrêt brutal pour un esprit aussi affamé. Le contraste entre son potentiel et la monotonie de cette tâche devait être vertigineux. Pourtant, son père n'était pas un simple artisan sans vision. Il possédait une boussole morale extrêmement rigide qu'il a transmise à son fils. L'anecdote du quai l'illustre parfaitement. Ah oui. L'histoire du quai. Ça montre déjà un Benjamin avec un fort charisme de leader. En gros, le terrain de jeu des enfants était un étang complètement boueux. Et menés par Benjamin, les garçons décident de subtiliser un tas de pierres qui étaient destinées à la construction d'une maison voisine. Le but, se bâtir un quai de pêche solide. le plan fonctionne très bien, jusqu'à ce que les propriétaires des pierres découvrent le vol. Forcément. Et ce qui est crucial dans cette scène, c'est pas le vol en soi, mais c'est la défense du jeune Benjamin. Face à son père, il utilise sa rhétorique naissante pour justifier l'acte par son utilité pratique. Il dit en gros que le quai servait à tout le monde, donc la fin justifiait les moyens. Un petit utilitariste en herbe, voilà. Et Josias aurait pu simplement ne battre, comme c'était la norme à l'époque. Mais au lieu de ça, il démonte méthodiquement son argumentaire. Il lui assène cette maxime fondamentale, je cite, « Le sens faux. Ce qui n'est pas strictement honnête ne peut jamais être vraiment utile. » C'est un vrai changement de paradigme pour un enfant. Le père refuse la logique du bénéfice immédiat si ça corrompt l'intégrité globale. C'est une leçon magistrale de pensée critique qui lui montre que l'intelligence sans principe, c'est juste de la manipulation. Tout à fait. Mais cette énergie bouillonnante devait bien trouver un exutoire. Faute d'école, il se tourne vers une consommation compulsive de livres. Le moindre sou gagné finit dans l'achat d'ouvrages,
comme ceux de Bunyan ou de Plutarque. D'ailleurs, c'est cet amour dévorant pour la lecture qui le dissuade de s'enfuir pour devenir marin. Et pour canaliser cette soif de lecture, tout en le gardant à terre, son père a l'idée de le placer en apprentissage chez son frère aîné, James, qui vient d'ouvrir une imprimerie à Boston. Pour un ado qui dévore les livres, vivre au milieu des presses et des mots imprimés, c'est le paradis. Sauf que cet environnement lui monte un peu à la tête. Ça nous offre un passage assez comique dans la source. Benjamin s'imagine poète. Il compose des ballades avec des titres ultra dramatiques genre la Lighthouse Tragedy ou une chanson sur le fameux pirate Blackbeard. Des grands classiques de l'époque. Et James, son frère, voyant une belle opportunité de faire du profit, imprime les œuvres du petit frère. Et on retrouve Benjamin en train de hurler dans les rues de Boston pour vendre ce qu'il appelait fièrement de la choice poetry, de la poésie de choix. Musical. Josias lit les textes, convoque son fils et démolit ses illusions littéraires. Il qualifie ses poèmes de chansons d'aveugles, des ditties en anglais, le genre de complaintes médiocres qu'on chante pour faire l'aumône. La critique est rude. Elle est très rude, mais elle brise une vanité qui aurait pu l'enfermer dans une carrière de mauvais poète. Et le génie de Benjamin, c'est sa résilience. Il accepte la critique et décide de pivoter vers une maîtrise totale de la prose. Et c'est là qu'il met au point une méthode scientifique d'apprentissage. Il tombe sur des exemplaires du Spectator, un journal britannique réputé pour son style. Au lieu de lire passivement, il lit un article, prend de très courtes notes sur le sens de chaque phrase, laisse passer quelques jours, puis essaye de réécrire l'article entier de mémoire. C'est de l'ingénierie inverse. Exactement. Ensuite, il compare sa version à l'original pour traquer ses propres faiblesses, corriger son vocabulaire, affiner sa structure. C'est du travail de forçat. Cette démarche est fascinante parce que c'est de la pratique délibérée à l'état pur. Il déconstruit la mécanique d'un bon texte pour câbler son propre cerveau à penser de la même manière. Et une fois qu'il a le niveau, il commence à glisser ses propres essais sous un faux nom, sous la porte de l'imprimerie la nuit. Pour forcer son frère à les publier sans biais de jugement. C'est malin. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il va révolutionner sa façon de débattre. Il découvre un vieux manuel de grammaire anglaise qui explique la méthode socratique. Et ça, c'est une évolution vitale pour lui. Benjamin avait conscience de son intelligence supérieure. Le piège, quand on est plus vif que les autres, c'est de devenir dogmatique, d'écraser les gens sous ses arguments. Ça génère inévitablement des braquages. La découverte de Socrate lui enseigne que la persuasion n'est pas un sport de combat. C'est l'inverse de la confrontation directe. Il adopte une posture modeste, presque de fausse naïveté. Au lieu d'affirmer, il dit « j'imagine que » ou « il me semble que ». L'exemple donné dans la source avec son ami Collins est délicieux. Collins soutenait mordicus que les femmes étaient biologiquement inaptes aux sciences. Il prenait Sir Isaac Newton comme l'archétype indépassable de l'infaillibilité masculine. Et la réplique de Benjamin est un chef-d'œuvre. Il s'attaque pas frontalement au sexisme de Collins. Il s'attaque au piédestal de Newton. Il amène Collins à admettre que l'infaillibilité exige une présence d'esprit constante. Puis il lui rappelle cette histoire où Newton, perdu dans ses calculs, s'assoit à table, oublie qu'un ami vient de manger son faisan et conclut devant l'assiette vide qu'il a déjà dû dîner. Et il enfonce le clou avec une anecdote encore plus absurde. Newton essaye de courtiser une dame, le scientifique lui prend la main avec tendresse, et dans un moment d'absence totale, il utilise le doigt de la dame comme bourroir pour tasser le tabac brûlant au fond de sa pipe. L'argument est imparable. En utilisant l'humour, il détruit l'idée de la perfection masculine sans jamais hausser le ton. Il force Collins à voir l'absurdité de sa généralisation. C'est l'essence de la méthode socratique. Amener l'autre à découvrir la faille dans son raisonnement en posant les bonnes questions, avec modestie. Une vraie leçon de communication. Et cette agilité mentale demande une énorme discipline. Une discipline qui s'accompagne très vite d'une discipline physique étonnante. Abordons cette stratégie d'optimisation, ce life hack du XVIIIe siècle, l'utilisation de l'alimentation. Ah, ce passage est génial. Depuis l'enfance, son père l'avait habitué à ne prêter aucune attention à la qualité des plats, avec cette fameuse phrase spartiate « l'exercice est la meilleure sauce ». Et l'impact de cette éducation est colossal. Cette indifférence à la nourriture lui permet de détacher l'acte de manger du confort. Quand il découvre un livre d'un certain Tryon qui prône le végétarisme, Benjamin y voit une équation économique et physiologique à résoudre. Il passe un accord avec son frère. Il lui dit « Donne-moi seulement la moitié de l'argent que tu payes pour ma pension alimentaire et je me nourrirai moi-même. » Il survit avec environ 300 par jour. Du riz, des patates, du gruau. Et l'argent économisé part direct dans les livres.
Mais le vrai bénéfice, c'est l'acuité cognitive. Pendant que ses collègues désertaient l'atelier pour engloutir de lourds repas et revenaient somnolents, Benjamin avalait son repas léger en quelques minutes. Son esprit gardait une clarté exceptionnelle. Il achetait du temps de cerveau disponible, pendant que les autres digéraient. Et ça devient franchement comique quand il applique ses théories à son futur patron, l'excentrique Keimer, un homme qui refusait de raser sa barbe par pur dogme religieux. Benjamin le convainc d'essayer ce régime végétarien pour fonder une soi-disant nouvelle religion. Le défi est énorme, parce que Keimer est un glouton. Mais poussé par son ego de futur prophète, il accepte. Ça dure 3 mois de souffrance. Et ça se termine par une capitulation spectaculaire. Keimer craque totalement. Oui, il commande un cochon rôti entier, en cachette, invite Benjamin et 2 amis, mais l'odeur et la faim sont telles qu'avant même que les invités arrivent, Keimer dévore le cochon entier à lui tout seul. Une défaite cuisante face à l'appétit. Ironiquement, Benjamin lui-même finira par revenir à la viande lors d'un voyage en bateau. Il voit un gros poisson manger un petit poisson et se dit « si un poisson peut manger son propre frère, je vois pas pourquoi l'homme ne pourrait pas le manger ». Ce retournement illustre une grande souplesse d'esprit. Face au réel, il refuse de s'enfermer dans un fanatisme stérile. Le pragmatisme finit toujours par l'emporter. Un pragmatisme qui va devenir une question de survie. Fuyant les coups de son frère, Benjamin s'évade vers New York, puis Philadelphie. Le voyage est chaotique. Il sauve un passager ivre de la noyade, marche sous la pluie et rencontre la gentillesse d'une vieille femme à Burnington qui lui offre du pain d'épices et l'hospitalité. Et son arrivée à Philadelphie est iconique. Weems dresse un portrait visuel saisissant. Un ado sale, les poches déformées, marchant dans la rue avec 3 énormes pains sous les bras, mangeant le 3e tout en regardant partout. Et il est aperçu par Deborah Reed, qui rit de bon cœur de cette allure gauche sans savoir qu'elle finira par l'épouser. La scène prête à sourire, mais le détail crucial arrive juste après. Malgré sa propre pauvreté, Benjamin donne ses 2 pains restants à une femme pauvre et son enfant. Ensuite, il s'endort dans une maison de réunion quaker. L'empathie en action. Exactement. Ses premières expériences, la vieille femme, le don des pains, le silence des Quakers, ça forge sa philosophie. Il valorise la bonté morale plutôt que les apparences religieuses. Il appellera d'ailleurs les dogmes hypocrites des feuilles de vigne lors d'une discussion avec son père plus tard. Mais cette vision du monde va être testée par une énorme trahison. Le gouverneur Keefe lui promet d'en faire l'imprimeur officiel et l'envoie à Londres acheter du matériel. Arrivé en Angleterre, Benjamin découvre que le gouverneur n'a ni crédit ni lettre de recommandation pour lui. La douche froide. Il est seul à des milliers de kilomètres de chez lui. Et au lieu de désespérer, il écoute les conseils de son ami Denham et trouve un emploi chez Palmer, un grand imprimeur londonien. Mais là, il doit faire face aux préjugés des ouvriers anglais qui se moquent de cet Américain. Et sa réponse est géniale. Il prend un composteur et, en moins de 4 minutes, compose une phrase biblique sous leurs yeux. Et Nathanaël dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe dit « Viens et voir ». J'adore cette action. Ça balaye instantanément les préjugés par la pure compétence. Mais l'affrontement culturel continue sur la question de la boisson. Le fameux affrontement entre la bière et l'eau. Oui, les 50 ouvriers anglais buvaient jusqu'à 6 pintes de bière par jour, ce qui coûtait 9 pence, en croyant que ça donnait de la force. Benjamin, qu'ils ont surnommé l'aquatique américain, buvait de l'eau. Et il prouve par l'exemple que c'est lui qui a raison. Il portait des charges plus lourdes sans s'essouffler. Il leur démontre l'absurdité de leurs croyances, prouvant que la véritable force vient d'habitudes saines et d'une clarté d'esprit continue, tout en économisant son argent. Si on fait la synthèse de notre exploration d'aujourd'hui, l'histoire racontée dans ces sources n'est pas celle d'un génie né avec tous les avantages. C'est l'histoire d'un apprenant acharné. Le véritable raccourci pour réussir, comme le montre cette analyse, c'est la discipline quotidienne. Lire constamment, adapter son argumentation à la modestie et transformer les obstacles, comme cet abandon à Londres, en opportunités de perfectionnement. Et pour quiconque souhaite ne pas être submergé par la masse d'informations actuelles, la méthode est claire. Investir dans son esprit et garder le cap sur l'application pratique du savoir. Tout à fait. Et pour terminer, les sources laissent en suspens une réflexion très provocatrice sur laquelle il faut s'arrêter. Le texte mentionne 2 amis brillants de Benjamin, Collins et Ralph. Tous 2 possédaient un talent brut, une grande éducation, une éloquence fascinante. Mais ils ont fini ruinés par leurs vices, l'alcoolisme et l'absence de morale. C'est tragique. Ça soulève une question fondamentale à méditer pour notre audience. Le talent brut et l'intelligence pure ne sont-ils finalement que de dangereux accélérateurs vers le désastre s'ils ne sont pas ancrés par une discipline morale stricte et un désir d'amélioration de soi ?
C'est le grand avertissement laissé par ce modeste fils de fabricant de bougies. Une réflexion puissante pour clôturer notre analyse. Gardez bien cette pensée en tête. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.